J'ai un ami qui vend des chaussures sur Internet et quand il vend ses chaussures sur Internet, en fait, il constate que les habitudes sont en train d'évoluer de manière considérable. Et aujourd'hui, par exemple, ses clients commandent plusieurs paires de chaussures et retournent des paires de chaussures qu'ils n'utilisent pas. Chose qu'on n'aurait jamais imaginée, ne serait-ce qu'il y a 2-3 ans. Maintenant, les clients commandent fréquemment 3 paires de chaussures, en retournent 2 pour choisir, les voir et prendre celles qui conviennent mieux à leurs pieds. Alors les habitudes sont encore assez différentes entre les pays. L'Allemagne a plus l'habitude que la France, l'Italie encore moins. Mais ces changements de traitement et de logique de communication sont liés à cette mutation fondamentale, mutation dans laquelle la technologie, Internet, dans laquelle la mobilité, la possibilité d'utiliser les mobiles, ont amené des bouleversements dans les comportements, dans lesquels les clients sont de moins en moins fidèles, ont besoin, zappent de plus en plus vite, veulent des réponses rapides. Et c'est dans ce cadre que nous, éditeurs ou utilisateurs ou intégrateurs de solutions, nous devons proposer des solutions qui permettent de coller à ces besoins. Notre objectif aujourd'hui, au travers des témoignages qui seront présentés ici, ce sera d'essayer de voir comment finalement, comment on arrive à répondre à cette problématique. D'abord, est-ce qu'il y a des outils? Est-ce que ces outils marchent? Est-ce qu'il y a des références clients qui les utilisent et qui ont cette logique de traitement? Comment ça fonctionne pour nous aider à mieux comprendre comment les choses peuvent évoluer? Bonjour, donc Charles Delizy, je suis le cofondateur de la société EasyWare, j'ai en charge la direction de l'innovation chez EasyWare. Chez EasyWare, donc, on édite une suite logicielle, EasyCRM, qui répond à différents volets de la gestion de la relation client. Donc avec une première brique qui va permettre toute la gestion des forces de vente et de la prospection, une seconde brique qui va permettre de gérer les ventes. Ensuite, on va avoir un module de gestion des campagnes marketing, donc que ce soit des campagnes emailing, des campagnes Twitter ou encore des questionnaires, des enquêtes en ligne. Et on a un module aussi de gestion des interactions clients avec tout ce qui est gestion des centres de contact et gestion des réclamations. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la différence entre différents éditeurs de logiciels ne se fait pas finalement sur le périmètre fonctionnel qui est couvert, parce que peu ou prou, tous les éditeurs proposent à peu près les mêmes fonctionnalités. En revanche, aujourd'hui, compte tenu de la multiplicité des sources d'informations qu'on va retrouver sur Internet, ce qui est important, ça va être la capacité d'agréger dans l'outil CRM ces différentes formes d'informations et d'y ajouter une forme d'intelligence relationnelle pour les restituer de manière simple à l'utilisateur et au commercial, par exemple, qui a accès, lui, dans son domaine, à différents outils type LinkedIn, Viadeo et ce genre d'outils. Bonjour, je m'appelle Stéphane Calimodio, je suis un des associés fondateurs d'une société qui s'appelle Synolia et qui est spécialisée dans 2 domaines d'activité, la mise en œuvre de solutions de gestion de la relation client et la mise en œuvre de sites de vente en ligne. 2 métiers dans lesquels on est assez bien positionné pour voir l'évolution des besoins en termes de gestion des canaux de communication et notamment l'apparition des réseaux sociaux et de l'exploitation des données réseaux sociaux, que ce soit dans un contexte B2B et un contexte B2C, puisque beaucoup de nos clients sont des sociétés qui vendent en ligne, donc qui vendent à des particuliers et qui ont une exploitation particulière des réseaux sociaux dans leurs relations clients. Et on a une autre partie de notre activité qui est en relation avec des entreprises en B2B, donc qui travaillent entre professionnels et qui ont une toute autre utilisation des réseaux sociaux et intégration dans leurs outils CRM. Notre métier, c'est de mettre en œuvre des solutions sur ces 2 métiers et on présente la particularité d'être le premier partenaire au monde et le premier en France depuis 8 ans d'un éditeur qui s'appelle Sugar CRM, qui est une solution CRM basée sur les technologies open source avec lequel on équipe maintenant 250 clients en France. On est basé à Lyon et à Paris et on intervient dans des domaines d'activité très divers et variés. Notre métier, c'est de comprendre celui de nos clients et d'adapter la solution CRM à leurs besoins. Et leurs besoins en ce moment, ils sont beaucoup tirés par la mobilité et l'intégration des données en provenance des réseaux sociaux. Bonjour, je m'appelle François Porbec, je ne suis pas cofondateur moi d'Atos, hélas. Je suis en charge chez Atos dans la partie infogérance de tout ce qui concerne l'offre de services aux utilisateurs et tout ce qui est en relation avec le poste de travail. Et si je suis ici aujourd'hui à l'invitation, si j'ai répondu à cette invitation, c'est tout simplement pour témoigner de ce qu'on a fait et de ce qu'on est en train de faire dans le domaine de la relation avec les utilisateurs et en quoi cette relation se modifie avec nos clients par le biais des outils qu'on utilise, type Atanor de Noesia, notamment dans le domaine du self-care et de la diffusion de la connaissance auprès de nos techniciens. Puisqu'en fait, nous avons un réseau de l'ordre de 1000 techniciens sur site qui sont appelés de plus en plus, notamment avec le Bring Your Own,
à travailler avec des technologies et sur des matériels qu'ils connaissent plus ou moins. Et dans le domaine du self-care aujourd'hui, enfin dans le domaine de l'assistance utilisateur et du helpdesk, ce qu'attendent les utilisateurs aujourd'hui, c'est plus qu'on leur dise, c'est plus qu'on leur demande s'ils ont bien allumé leur poste avant d'appeler ou s'ils ont bien branché l'imprimante, mais ce qu'ils attendent quand ils appellent un service desk, c'est effectivement une assistance et une aide, je dirais, d'un niveau technologique qui est plus élevé. Et donc aujourd'hui, on est arrivé à développer des solutions de self-care donc, qui nous permettent de résoudre une grosse partie des incidents courants à l'aide d'outils et de conserver en fait la disponibilité de nos opérateurs pour une véritable assistance aux utilisateurs. Donc ça change beaucoup la relation, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir par la suite. Merci François. Je me permets de me présenter dans le chemin. Thibaut de Clisson, donc je dirige la société Noesia qui met en place des solutions de guidage intelligent des utilisateurs, soit en self-care, soit en support plateau, pour pouvoir optimiser, un peu comme un GPS le ferait, la réponse à la question par rapport à une problématique donnée, avec des outils de modélisation qui sont extrêmement simples et qui communiquent avec les CRM actuels, puisque le CRM adresse forcément le marketing, la vente et les services. Et c'est dans ce cadre que je suis présent avec vous aujourd'hui. Bonjour, je suis Khalil Madarbocus, responsable du développement des ventes CRM chez Oracle. Je totalise 12 ans d'expérience dans le domaine CRM, dans plusieurs secteurs d'activité. Pour Oracle, en fait, la partie CRM se doit de se spécialiser à la fois par secteur d'activité, mais aussi pour répondre aux dernières évolutions du marché. Les deux dernières évolutions que l'on pourrait citer sont, un, le cloud, le fait de pouvoir disposer d'une solution simple à utiliser, facile à mettre en œuvre et administrée de manière remote uniquement par des utilisateurs métiers. Et deuxième élément, c'est la partie expérience client. Gestion de l'expérience client qui se distingue du CRM classique par le fait que le CRM avait une orientation interne, optimisation de la performance de l'entreprise, alors que la gestion de l'expérience client, c'est la mise en place d'un CRM en prenant le point de vue du client. C'est quel est le parcours client et qu'est-ce qu'il expérimente dans ses différentes interactions avec l'entreprise, quels que soient les canaux utilisés, et comment optimiser cette expérience client de bout en bout, permettre un dialogue fluide qui est démarré sur un canal quelconque pour le terminer sur un autre canal, permettre un dialogue fluide pour gérer le cycle de vie client de bout en bout, de la phase découverte jusqu'à la phase acquisition et service client jusqu'à idéalement la phase promoteur, c'est-à-dire le client qui est séduit pour promouvoir la marque qu'il a acquise. Donc, voici en quelques mots l'offre. Bonjour à tous. J'ai peur de vous décevoir, je ne suis qu'un simple consultant. Au milieu de tous ces directeurs responsables, je me sens un petit peu à l'étroit. Mon métier, c'est d'être consultant fonctionnel. Donc, je travaille chez Javista où nous mettons en place la CRM Microsoft Dynamics. Mon métier, c'est tout simplement d'aller chez les clients, de comprendre leurs besoins et d'adapter l'outil pour qu'il fonctionne exactement comme ils l'attendent. Je suis sur le terrain en permanence, je vois l'évolution au jour le jour, l'évolution des besoins, et nous poussons aujourd'hui, que ce soit dans nos propres adaptations à la solution ou que ce soit du côté de Microsoft, vers l'adaptation à ces nouveaux canaux de communication, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit le mailing de masse, que tous ces moyens de communication aujourd'hui sont en perpétuelle évolution. Les enjeux sont de plus en plus importants et aujourd'hui on est dans une phase d'évolution et en ayant des secteurs d'activité complètement différents, que ce soit dans les finances, que ce soit dans la distribution, que ce soit dans l'énergie, on travaille avec vraiment des milieux complètement différents, on voit que ce besoin devient uniforme. Ce besoin de remonter les informations depuis les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui prend de l'envergure et qui devient un véritable enjeu stratégique. Donc chez Javista, nous avons axé notre stratégie sur deux points. D'une, améliorer cette compréhension des réseaux sociaux et être capable d'en sortir rapidement des informations utilisables. Et ensuite, s'axer sur la mobilité, puisque aujourd'hui, les tablettes sont en train de prendre une part très importante dans les sociétés, vont remplacer probablement assez rapidement les ordinateurs portables. Et donc, nous adaptons notre solution à ça aussi. Peut-être une question à Charles sur
une problématique que vous aviez dans une banque qui était assez amusante et qui montre à quel point finalement l'exemple de l'Audi et l'exemple que Charles va vous indiquer maintenant montre à quel point il y a maintenant des entreprises qui utilisent réellement ces technologies pour communiquer au mieux avec leurs clients. Charles. Effectivement, des exemples, on en a pas mal chez EasyWare parce qu'on est de férus utilisateurs de tous ces outils-là. Alors là, c'était un exemple plus dans une logique effectivement B2C où une assistante allait chercher des chéquiers à la banque, à la Société Générale en l'occurrence. Je les cite parce que leur démarche est exemplaire, donc c'est important. Et donc elle allait chercher des chéquiers en début d'après-midi, elle arrive au guichet de la banque et on lui dit « Non, les chéquiers, vous ne pouvez les retirer que le matin ». Donc elle repart énervée et de la même façon, effectivement, elle a envoyé un message sur Twitter. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans cette aventure, c'est que dans un premier temps, effectivement, on a eu une réponse via Twitter dans les quelques heures qui ont suivi. Mais ce qui est intéressant, c'est que quelques jours après, c'est le directeur de l'agence qui nous a appelés pour être sûr qu'on avait résolu notre problème et pour s'assurer qu'on allait rester client chez la Société Générale. Et ce que je trouve fantastique dans cet exemple, c'est la capacité qu'ils ont eue à faire communiquer différents canaux de communication. On peut imaginer que dans un groupe comme la Société Générale, l'information, elle n'est pas simple à faire circuler et elle est d'autant moins simple à faire circuler que lorsqu'il s'agit de canaux différents. Et donc, une des gros enjeux justement de la relation client, c'est d'être capable de passer d'un canal à l'autre sans rompre la communication qu'on va avoir avec notre interlocuteur. Quand vous mettez en place des outils, comment vous assurez la cohérence finalement de l'information qui reviennent des réseaux sociaux? Est-ce que vous avez des liens avec ces outils type Twitter ou autres? Comment finalement ces choses se mettent en place? C'est une activité classique de R&D qui permet effectivement d'intégrer ces différents réseaux dans nos applications. La bête noire de ce sujet, c'est comment identifier que Madame Michu, qui habite à Paris, a tel identifiant Twitter et aussi tel identifiant Facebook et aussi tel numéro de téléphone. C'est effectivement la grosse difficulté, c'est la partie qualité des données. Dans un environnement B2B, c'est un petit peu plus simple parce qu'on a effectivement le numéro SIRET qui nous permet d'identifier de manière unique un client et qui va permettre justement de recouper différentes informations issues de différents médias dans la vie, dans l'univers du consommateur. C'est effectivement beaucoup moins simple et ça fait partie aujourd'hui des grosses difficultés, des gros enjeux des projets CRM dans une logique B2C telle que celle-ci. Cette multitude d'informations qui vient de tous ces canaux, la vitesse avec laquelle ça se passe, on a de quoi se perdre finalement. Donc comment est-ce qu'on arrive à piloter au mieux l'activité? Nos clients qui ont implémenté des solutions robustes comme Siebel, aujourd'hui s'en servent comme backbone pour recueillir l'ensemble des informations clients, quels que soient les canaux utilisés, et ne se gênent pas pour réagir avec agilité en utilisant les outils du moment sur chacun des canaux. Et typiquement, si on prend Body Shop, ils ont implémenté Siebel pour le centre d'appel, pour la partie fidélité, pour la partie marketing, pour, on va dire, les canaux traditionnels jusqu'en 2009-2010. Aujourd'hui, il y a des nouveaux canaux comme Facebook ou n'importe quel réseau social, mais je vais prendre Facebook parce que c'est celui qui dispose de la plus grande audience, on va dire. Et puis l'ensemble des réseaux sociaux, les canaux mobiles aussi. Donc ce que fait Groupon, qui est un autre réseau social, qui permet aussi d'interagir avec les clients dans une structure de distribution. Ce qu'ils ont fait, c'est lier à chaque offre Groupon ou à chaque offre Facebook un identifiant unique qui couple le client et l'offre qui est proposée. Et donc lorsque quelqu'un achète une offre sur Groupon, cette offre est unique forcément parce qu'elle est attachée à un client. Et lorsque le client utilise ce voucher, ils savent automatiquement à quel canal utiliser, Groupon ou pas, quelle était l'offre promotionnelle et quel était qui est le client. Alors évidemment, quelquefois, c'est des nouveaux clients. Donc, dans ce cas-là, on ne va pas connaître le client. Pour autant, on va connaître le canal Groupon et le canal et l'offre. Par contre, on va automatiquement avoir un identifiant fidélité et le client va pouvoir utiliser cet identifiant fidélité sans qu'on le connaisse, sans qu'on puisse associer un nom, prénom, pour pouvoir continuer à acheter
dans les magasins Body Shop, dans la boutique e-commerce Body Shop, etc. Et au moment où il souhaite pouvoir l'utiliser, on va lui dire, pour pouvoir bénéficier des avantages, c'est-à-dire de pouvoir bénéficier d'une offre promotionnelle, veuillez activer votre carte de fidélité sur Facebook. L'avantage pour Body Shop, c'est que lorsqu'on utilise le canal Facebook, il y a un ensemble de profils, d'informations liées au profil qui sont déjà disponibles parce qu'on a presque tous un compte Facebook, ou alors l'utilisateur va le créer à ce moment-là. Et donc, on va pouvoir récupérer énormément d'informations sur l'individu, mais aussi sur ses amis éventuellement. Donc, ils ont décidé d'utiliser un canal unique qui est Facebook pour activer la carte de fidélité, et l'ensemble des informations provenant de cela est historisé dans leur CRM traditionnel qui est déployé depuis des dizaines d'années. Cela leur permet de pouvoir répondre à l'émergence des nouveaux canaux, quels qu'ils soient, parce que Groupon, ils l'ont mis en place durant la dernière année, Facebook c'était il y a 3 ans, etc. Donc l'idée c'est de faire en sorte de pouvoir répondre en temps réel en utilisant différentes techniques, mais en utilisant le CRM comme backbone et donc comme réceptacle de l'ensemble des interactions clients. Merci Khalid. Fabien, peut-être un commentaire là-dessus, sur cette même expérience et puis, Oui, tout à fait. Nous avons un client, un lunetier, qui est venu nous voir en nous demandant justement, en nous expliquant sa problématique. Il voulait se servir des informations qu'on peut trouver sur tous les réseaux sociaux comme Twitter, comme Facebook, comme LinkedIn, enfin tout ce qu'il avait à sa portée. Il voulait pouvoir s'en servir, mais il ne savait pas comment. Donc nous avons fait une analyse et nous lui avons proposé en fait 3 axes. En fait, il existe 3 types aujourd'hui de clients que l'on peut essayer de suivre sur les réseaux sociaux. Premièrement, il y a les clients internes, ceux qui font partie de l'entreprise, et il est possible de simplement avoir un trending, une vision sur ce que pensent les gens dans l'entreprise sur l'entreprise elle-même. À côté de ça, il y a la possibilité de suivre les clients que l'on connaît. À partir du moment où on arrive à les identifier, et c'est là toute la problématique. Et enfin, il y a une 3e façon de faire qui est probablement la plus complexe, c'est de suivre sa marque au travers des réseaux sociaux. À travers un outil comme Twitter, c'est assez facile, étant donné qu'il y a ce qu'on appelle les hashtags qui permettent de mettre en avant un mot-clé. Donc souvent, les gens, quand ils vont parler d'une entreprise, vont mettre ce hashtag devant et la mettre en valeur. Pour ce qui est de la remontée des informations, on a mis en place différentes moulinettes, donc des petits mécanismes, en récupérant les noms, prénoms, en essayant de faire des combinaisons, en allant chercher des dates, etc. Aujourd'hui, il n'y a aucune facilité autre que ce qu'expliquait mon collègue ici présent. Si on arrive à pousser le client, lorsqu'il fait un achat, lorsqu'il récupère des informations, à nous donner ces informations aux réseaux sociaux, on les a. Sinon, la qualité des données restera toujours assez faible. Par contre, il existe vraiment cette possibilité aujourd'hui de faire du reporting sur l'ensemble des informations qui nous concernent, qui concernent la société, mais qui ne sont pas rattachées à une personne en particulier. Parce qu'on a beau avoir beaucoup de clients, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore clients et ils peuvent avoir un avis. Et ça peut servir à modeler et à savoir comment réagir autour de son image. Merci. Stéphane, donc, selon vous, finalement, le social CRM, est-ce que c'est une réalité ou c'est une fiction? Est-ce qu'on peut y arriver? Alors, le social CRM, il est plus que présent, on va dire, aujourd'hui dans les réflexions des entreprises et dans les projets qu'on met en œuvre. Le niveau de maturité est différent, déjà en fonction de la typologie de clientèle qu'on a. Comme disait Charles tout à l'heure, B2B et B2C ne sont pas les mêmes problématiques, c'est pas la même façon d'identifier un client ou un prospect, de savoir comment il communique sur les réseaux et de récupérer l'information. Donc c'est des vraies problématiques. Aujourd'hui, les entreprises se posent la question de la meilleure façon de le traiter et de l'intégrer à l'ensemble des autres canaux de communication qu'ils ont. On sait bien historiser des échanges clients par email, on sait bien historiser un appel qu'on a passé et ce qu'on s'est dit avec le client, on sait bien saisir un compte-rendu de rendez-vous. Comment exploiter les données qu'on maîtrise moins, qui sont en provenance des réseaux sociaux. Donc on a des attitudes différentes des clients, et la première attitude c'est « Oula, c'est compliqué, en fait je ferme les yeux, je fais comme si ça n'existait pas, et je ne récupère pas de valeur finalement ». La deuxième, c'est de se poser la question de la meilleure façon d'intégrer ces réseaux, ces process de vente ou ces process marketing. Donc là, ça suppose, comme vous disiez, une analyse préalable pour dire quelle est l'information qui m'intéresse, quel est le canal qui m'intéresse, quel est le réseau social qui m'intéresse, parce que tous n'ont pas forcément la même valeur pour l'entreprise en fonction de son métier. Et ensuite, comment je vais l'intégrer
à mes outils. Et effectivement, les outils maintenant sont tous sensiblement capables de les gérer. Et puis il y a une troisième façon d'aborder la problématique et de dire je vais déjà, entre guillemets, me mettre en veille, c'est-à-dire que je vais déjà faire en sorte que mon outil me pousse l'information nécessaire ne serait-ce que quand je consulte la fiche d'un de mes clients ou de mes prospects. Donc au sein des informations que j'ai moi-même recueillies, j'enrichis cette connaissance client de l'information qui provient de ces réseaux sociaux. J'essaie de la présenter de manière simple et exploitable pour que ne serait-ce que lors d'un appel téléphonique, lors d'une phase de prospection, je puisse ajouter cette information client à celle que je détiens déjà, améliorer ma connaissance client et déjà, ne serait-ce que dans un axe de fidélisation, exploiter les données en provenance de ces réseaux sociaux. Mais on revient en fait à ce qu'on disait et ce qui est toujours valable dans la mise en œuvre de projets CRM il y a de nombreuses années, c'est qu'avant de savoir si l'outil va répondre, il faut d'abord savoir de quoi on a besoin. Et en fait, sur l'intégration des réseaux sociaux, c'est ni plus ni moins que ça, c'est de quelle information j'ai besoin en provenance de ces réseaux sociaux, quels sont les réseaux que je veux utiliser, et du coup, comment je les intègre à mes outils. La différence, c'est que maintenant, les outils sont tous à peu près capables de les intégrer et d'exploiter les données en provenance de ces réseaux sociaux. Facebook, on le voit bien dans le B2C, est extrêmement utilisé et intégré dans les CRM. Qu'en est-il du B2B? Est-ce qu'il y a une tendance actuellement à essayer d'utiliser Facebook également en B2B? Alors pour Facebook, il y a deux façons d'exploiter Facebook dans un univers B2B. Il y a toute la partie communication de l'entreprise. Effectivement, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises B2B ont leur page Facebook et l'utilisent pour diffuser de l'information sur leurs produits, sur les nouveautés. Ça, c'est quelque chose qui est assez classique, qui est bien maîtrisé généralement par les directions de marketing et qui est de plus en plus, qu'on voit de plus en plus chez nos clients. Après, il y a une deuxième voie d'exploration de Facebook dans l'univers B2B, c'est finalement comment je tire parti de mes relations personnelles dans mon milieu professionnel. Alors là, on est vraiment beaucoup plus dans l'expectative. C'est très loin d'être une réalité aujourd'hui et c'est très loin de marcher parce que c'est souvent très compliqué. C'est très compliqué justement de capter l'information qu'il y a sur Facebook et d'être capable de la lier par exemple à des événements dans son CRM, etc. Mais on a expérimenté quelques cas, mais c'est purement de manière opportuniste. Récemment, là, mon associé Brendan avait été en contact avec une société et il se trouve qu'un de ses amis check tout simplement et dans cette société. Et il se trouve que cet ami allait voir le même interlocuteur. Et finalement, de fil en aiguille, on a été capable d'avoir plein d'informations qui avaient du sens commercialement. Mais ça reste quelque chose de complètement isolé. Il s'est trouvé qu'on est tombé sur la bonne information au bon moment. Aujourd'hui, il n'existe pas de moyen pour industrialiser ça, pour capter l'information et la restituer au bon moment à la bonne personne. François, vous pourriez nous dire un peu comment vous arrivez à traiter de la qualité et de la vitesse nécessaire au service rendu aux clients que vous servez chez Atos? Oui, je veux bien avoir une idée. Non, en fait, par rapport aux différentes personnes qui sont autour de la table, notre problématique est un peu différente puisqu'en fait, on s'adresse plus directement aux utilisateurs qui sont eux-mêmes employés des entreprises clientes. Donc on n'est pas vraiment dans le B2C et on n'est pas vraiment dans le B2B non plus. En revanche, par rapport aux réseaux sociaux, ce que je voulais simplement dire, c'est qu'aujourd'hui, la tendance est à l'utilisation de son propre PC dans les entreprises, donc c'est ce qu'on appelle le Bring Your Own Device. Et par rapport à cette vague, je dirais, qui est en train d'arriver, on pense très clairement à utiliser beaucoup les réseaux sociaux justement pour renforcer tout ce qui est support, tout ce qui est entraide entre les utilisateurs, etc. Donc après, comment on va utiliser ces technologies? Je dirais qu'on est dans un cadre classique de récupération d'informations justement pour faire remonter les informations et déterminer quels sont les besoins des utilisateurs en termes de support, en termes d'aide et en termes d'assistance. Voilà, peut-être juste une remarque. Il y avait des produits dont vous m'aviez parlé, des récentes acquisitions d'Oracle que j'avais trouvé assez intéressant, Right Now. Oui, et en fait, pour répondre à la question du service, qui est clé dans une expérience client, puisque aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, beaucoup de clients plutôt, disent que la qualité de service est le critère de fidélité pour une marque donnée. Et c'est ce qui fait qu'un client veut bien recommander les produits ou services d'une autre entreprise. Et en fait, le service,
on va pouvoir le distinguer sous deux angles. C'est premièrement la capacité pour une entreprise de venir en aide de manière dynamique à un client, qu'il soit dans une phase d'achat ou dans une phase de service après-vente. Hein. C'est-à-dire, si on se concentre sur la partie e-commerce, la plupart du temps, on se rend compte qu'il y a presque 70% des clients qui peuvent abandonner un panier en cours de constitution. Et pour pouvoir récupérer ça, il y a des outils qui sont la partie, on va dire, ATG Livehead d'Oracle, qui permet de proposer en dynamique une aide, un dialogue avec un agent, qu'il soit un dialogue via le chat ou un dialogue via le téléphone pour être appelé. Et voilà, un exemple, ce serait Ikea. Ikea a longtemps hésité à mettre en place un site de e-commerce, sachant que l'objectif pour Ikea était de ramener le client dans le magasin et d'obliger un parcours, ou en tout cas d'inciter à un parcours prédéterminé pour être sûr que le client navigue à travers l'ensemble des rayons. Le fondateur avait extrêmement peur que le site e-commerce cannibalise la partie retail. Donc, ils ont finalement récemment mis en place un site de e-commerce et ce site de e-commerce a pu être aidé par la solution ATG Livehead et ils ont mis en place cette solution en moins de 3 mois et Ikea dit que 77% des clients auraient abandonné s'ils n'avaient pas pu obtenir de l'aide en direct live. Ça, c'est une première chose, c'est le fait de se dire je peux être aidé en mode interactif avec un humain. Le deuxième élément, c'est de pouvoir aussi faire en sorte que l'agent du centre d'appel puisse aider le client en recherche ou que le client puisse lui-même s'aider naturellement sur le site web. Et pour ce faire, il faut pouvoir disposer d'une base de connaissances déployable à la fois sur le web ou en centre d'appel. Et Oracle a acquis un des leaders de ce domaine qui était Inquira et qui s'appelle maintenant Oracle Knowledge. L'offre s'appelle Oracle Knowledge. C'est typiquement une solution qui est utilisée par Apple. Si vous allez sur le support d'Apple, vous allez taper une question et vous allez pouvoir voir le fait que votre question a été décomposée en est-ce que vous souhaitiez plutôt, et il va vous proposer une dizaine de propositions. L'idée est de dire je veux clarifier votre demande, parce que l'objectif c'est de comprendre le langage naturel, mais vous avez pu faire des fautes de frappe, vous avez pu taper quelque chose qui est différent de votre intention initiale. Derrière, il va tout de suite vous proposer aussi un guide utilisateur pour au cas où vous soyez un utilisateur novice sur une des utilisations des devices Apple, mais il va aussi extraire des connaissances venant des réseaux sociaux pour cibler les générations Y, en disant qu'en fonction de l'utilisateur, je vais proposer la bonne réponse qui correspond au niveau de l'utilisateur. On retrouve là donc toute la logique de gestion de la vitesse, de la qualité, du self-care. Et peut-être chez vous également, vous avez une expérience assez intéressante dans ce domaine-là que vous avez développé récemment. Oui, effectivement, on a développé récemment donc, un système qui permet aux utilisateurs, je dirais non pas là pour avoir des informations d'ordre commercial ou uniquement en tout cas, mais des informations donc très spécifiques sur la technique à utiliser pour résoudre des incidents, pour avoir une assistance particulière sur un besoin pour utiliser une application, un logiciel, etc. Et on a eu donc toute cette démarche de formalisation du dialogue avec les utilisateurs, et on est en train de continuer, je dirais, le travail là-dessus, puisqu'en fait, on s'est rendu compte que des arborescences, je dirais, pour arriver effectivement à la bonne réponse ou à bien formaliser la question, on y arrive relativement facilement. En revanche, comme on vient de le souligner à l'instant, c'est extrêmement difficile de déterminer comment l'utilisateur va poser sa question et qu'est-ce qu'il attend en fait comme type de réponse, sachant que on est obligé dans ce type d'outil d'arriver à une conclusion, je dirais, assez binaire, c'est oui, c'est bien ça ou non, c'est pas ça. Donc, effectivement, dans le projet qu'on a développé, on a mis beaucoup on a apporté un soin particulier à la formalisation des questions pour qu'elles soient compréhensibles à la fois par le système qui est bêtement technique, si je puis dire, et par l'utilisateur qui, par définition, n'est pas technicien. Et donc, c'est cette liaison qu'on essaye de faire, et d'où l'utilisation, effectivement, de cette technologie de transmission de la connaissance qu'on utilise. Et là, dans un cas comme celui-là, chez par exemple Bouygues Télécom, il y a cet outil de self-care qui est mis en place pour les 11 300 employés de l'entreprise qui vont gérer toute
tous les événements qui peuvent se passer dans leur environnement de travail et demander éventuellement une action indirecte par un outil extérieur, en l'occurrence Orchestrator de Microsoft, qui, communiquant avec le produit de self-care mis à disposition des utilisateurs, va agir sur l'équipement de l'utilisateur pour le reconfigurer dans la logique de traitement. Et en clôture d'événement, un incident viendra mettre à jour le CRM et clôturer l'événement dans le CRM du client. Et les applications de ce type, il y a ne serait-ce que 2-3 ans, n'étaient pas envisageables. C'est vrai qu'un des axes d'exploitation de la communication avec les clients ou les prospects, elle est sur la partie notamment service client, c'est-à-dire l'exploitation des données en provenance des réseaux sociaux suite à un traitement service client. C'est l'exemple que vous donniez tout à l'heure. C'est à la limite les problématiques fonctionnelles dans lesquelles les entreprises arrivent le plus à se projeter dans l'exploitation des réseaux sociaux, c'est-à-dire essayer de récupérer de l'information sur la qualité de service que l'on fournit et sur le niveau de satisfaction. C'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à appréhender par les entreprises, notamment en B2B, dans une logique commerciale ou marketing. C'est-à-dire comment oser utiliser finalement les informations que je collecte sur les réseaux sociaux, sur mes interlocuteurs, pour m'en servir dans mon acte commercial ou marketing. Comment, par exemple, remonter un réseau de relations à partir d'un contact que je connais pour atteindre une personne qui m'intéresse dans le cadre de mon business. Et là, on est au-delà de la logique d'outils, simplement parce que l'outil va vous permettre d'accéder à cette information-là. On est plus dans une logique de stratégie commerciale et d'appréhension de ces réseaux dans sa stratégie commerciale. C'est comment je peux exploiter et est-ce que je dois exploiter cette donnée pour accéder à un interlocuteur qui m'intéresse dans le cadre de ma relation commerciale. Et là, on ne peut pas travailler dans une logique de masse, on est vraiment dans une logique de relation individuelle, atteindre ou dialoguer avec une personne qui est proche ou pas de mon réseau social pour, dans mon business, mettre en place des relations avec cette personne. Et aujourd'hui, il n'y a pas de solution miracle et beaucoup de nos clients se demandent comment mettre à disposition nos outils à leurs commerciaux pour qu'ils exploitent ces relations-là. Ils ont du mal à définir la stratégie et la manière dont ils veulent qu'ils l'utilisent dans leurs relations pour ne pas paraître trop intrusif et ne pas exploiter des données qui finalement ne sont pas forcément là pour être exploitées à des fins commerciales. Et les réseaux sociaux dans un environnement B2B, finalement, c'est un canal de communication au même titre que peut l'être le téléphone, l'email ou le courrier. Et bien que ce ne soit pas un avis qui soit forcément partagé par tous, l'utilisation de ces outils, une fois bien maîtrisés, favorise le travail collaboratif et participe à une forme d'intelligence collective. Lorsqu'on se pose une question, très souvent, quelqu'un sur son réseau Twitter a la réponse. Et ce sont des outils qui aujourd'hui nous semblent clés dans l'utilisation, dans le travail d'un commercial par exemple. La grosse différence par rapport aux canaux de communication traditionnels, c'est la quantité d'informations à gérer et le caractère instantané de l'information. Il y avait une étude qui avait été publiée par Bitly. Bitly, vous savez, c'est le raccourcisseur d'URL, qui disait que la durée de vie moyenne d'un tweet varie de 25 minutes à 5 heures en fonction du niveau d'influence de la personne qui est à l'origine de ce tweet. Et ça, c'est tout à fait caractéristique finalement du caractère instantané qu'a l'information dans le monde de ces réseaux sociaux. Et donc, d'où l'importance pour les sociétés d'avoir des outils qui vont être capables finalement d'identifier l'information pertinente qui a de la valeur ajoutée et de la restituer au bon moment à la personne adéquate. Chez Noesia, pour la partie self-care, self-service, self-support ou support à des équipes internes, nous avons une démarche collaborative qui est intégrée, qui permet de tracer complètement les chemins parcourus par les utilisateurs et entre eux, les utilisateurs peuvent déposer des commentaires à des endroits de leur procédure déroulée. Ce qui permet à la fois cette traçabilité de savoir quels sont les événements ou les incidents ou les éléments intéressants pour l'entreprise à noter, comme par exemple, je ne sais pas, un incident répété sur un type de problème, sur un type d'équipement dont on sait qu'il devrait être remplacé, peut amener très naturellement les commerciaux à faire une proposition de renouvellement de matériel ou un virus constaté sur un logiciel donné peut amener à la vente d'un antivirus, et tout ça communiquant avec le système de vente et le système de marketing pour assurer cette cohérence. Donc la logique collaborative est aujourd'hui totalement intégrée dans les outils et permet donc à chaque utilisateur, client,
de facilement faire un commentaire qui va remonter à celui qui est en charge au niveau marketing, mais aussi au niveau technique, pour pouvoir traiter cette information au mieux pour la satisfaction des clients et pour le développement de l'entreprise.